La délégation du gouvernement congolais et celle de la FCM 23 sont en pleine discussion à Doha sous l'œil de la médiation qatari. Sur la table des négociations, le projet d'accord de paix proposé aux deux parties par le Qatar, un texte qui propose la fin de la crise en 3 phases. Déjà, le projet ne fait pas l'unanimité. Est-ce ce nouveau round va-t-il faire bouger les lignes? Suivez. Les projecteurs sont à nouveau braqués sur la capitale qatari, où s'est ouvert ce jeudi un nouveau round des pourparlers entre la délégation du gouvernement congolais et de l'Alliance de forces du changement, AFCM 23. Au cœur de discussion, un projet d'accord de paix élaboré par la médiation qatari est partagé aux deux parties, quelques jours avant l'ouverture des négociations et des travaux. Selon le document consulté, le texte propose une feuille de route en 3 étapes, étalée sur une période minimale de 7 mois après sa signature. La première phase met l'accent sur la situation sécuritaire et humanitaire dans le nord et sud Kivu, région lourdement affectée par des années de violence. On reste préoccupé, à la lumière des récents développements, par la sincérité de l'engagement du Rwanda et de leur supplétif de l'AFC M23 qui s'obstinent à fouler aux pieds leurs engagements au terme de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes de Doha. J'en veux pour preuve les faits ci-après. Tenez, au cours du mois de juillet 2025, plus de 300 civils congolais ont été tués dans plusieurs localités du territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu, à la suite d'attaques menées par la coalition AFC M23 en violation flagrante du cessez-le-feu réaffirmé dans l'accord de paix de Washington du 27 juin 2025 et dans la déclaration de principe de Doha du 19 juillet 2025. Elle prévoit également la création sous l'autorité du ministère congolais de l'Intérieur d'une force spéciale intérimaire composée à part égale des combattants éligibles du M23 et d'éléments de la police nationale congolaise. Cette force sera la seule autorisée à intervenir dans les zones dites affectées. À l'issue de son mandat, ses membres devront être intégrés au sein de forces armées FARDC et de la police nationale congolaise, une perspective qui rappelle les précédentes tentatives d'intégration, souvent source de tensions et de fragilisation de l'armée régulière. La deuxième phase aborde le retour progressif de l'autorité de l'État dans les zones encore contrôlées par la rébellion. Sur ce point, les divergences sont profondes. Le projet de médiation suggère que Kinshasa nomme des autorités locales intérimaires, tout en refusant d'inclure des personnalités proposées par l'AFCM 23. Ces intérimaires prendraient fin avec l'organisation d'élections locales, envisagées pour 2027, ici en République démocratique du Congo. Une proposition que le rebelle rejette, estimant qu'elle consacre à leur mise à l'écart politique en RDC. Enfin, la troisième phase inclut une ouverture politique nationale, l'organisation d'un dialogue en 2026, une demande portée depuis plusieurs mois par l'opposition et la société civile congolaise, mais que la majorité présidentielle juge inopportune. Néanmoins, certains alliés du pouvoir, notamment l'Union pour la nation congolaise UNC de Vital Kamerhe, s'y montrent favorables, y voyant une voie possible pour sauver la paix au pays de Lumumba. Dès l'entame, la rébellion a exprimé son rejet du texte. Elle refuse notamment toute formulation qui évoque un retour de l'autorité de l'État, arguant qu'elle a libéré certaines zones de la présence des FARDC. Le M23 continue aussi de défendre son projet d'autonomie régionale, perçu par Kinshasa comme une tentative de balkanisation du pays. De son côté, le gouvernement congolais insiste sur le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo. La délégation dépêchée à Doha a reçu pour mandat clair de ne pas céder sur ces fondamentaux. Le projet d'accord prévoit la mise en œuvre de plusieurs mesures de confiance, notamment la libération des prisonniers politiques et militaires. Cette exigence est placée par le M23 comme condition préalable à toute avancée des discussions. Kinshasa, de son côté, se montre réticent à relâcher certains détenus qu'elle qualifie de criminels de guerre. En juillet dernier, une déclaration de principe avait déjà été signée par les deux camps. Mais sur le terrain, les hostilités n'ont jamais cessé. Chaque camp accuse d'autres de violer le cessez-le-feu, pendant que les populations civiles principales victimes du conflit continuent de payer le prix fort par des déplacements massifs, des massacres et des privations humanitaires.
La médiation qatari intervient dans un contexte de méfiance grandissante entre Kinshasa et Kigali. Kinshasa accuse ouvertement le Rwanda de soutenir militairement le M23, une thèse relayée par plusieurs rapports de l'ONU et confirmée par des chancelleries occidentales. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont conclu un accord de paix le 27 juin dernier avec la facilitation des États-Unis. Cet accord doit permettre des progrès en vue d'une paix durable dans l'Est de la RDC et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. La France a salué cette avancée et elle encourage vivement les parties à honorer de bonne foi leurs engagements. Kigali, de son côté, nie toute implication directe à ce mouvement. Au-delà du Qatar, d'autres acteurs suivent de près les discussions. L'Union africaine, la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, qui déploie déjà de troupes en appui au FARDC, ainsi que des Nations Unies. Les États-Unis sont prêts à appuyer ces efforts grâce à des investissements qui profitent aux États-Unis et la population de la région. Cependant, pour concrétiser ces possibilités, le contrôle de la région doit revenir au gouvernement de la RDC avec une structure gouvernementale qui soit représentative des communautés locales. La Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo, qui plaident pour un dialogue national inclusif, voient dans cette proposition de Doha une opportunité pour donner une assise institutionnelle à leur initiative. Ce nouveau round de Doha apparaît ainsi comme une étape charnière. Si un compromis venait à être trouvé, il pourrait ouvrir la voie à une désescalade progressive du conflit. Mais les divergences idéologiques, la question sensible du partage du pouvoir local et la méfiance réciproque demeurent de sérieux obstacles. Dans l'immédiat, l'écart reste grand entre les déclarations de paix dans les salons diplomatiques et les réalités du terrain où les armes n'ont pas encore cessé de parler.